J'ai déjà vu que l'on déploie une telle armada, c'est-à-dire deux porte-avions, un porte-avions Gerald Ford qui est le plus sophistiqué de l'armée américaine, des centaines d'avions qui arrivent, qui continuent d'arriver dans la région, si l'intention véritable, ce n'est pas de frapper le régime iranien? Daniel, vous avez connu certainement dans vos leçons d'histoire la politique de la canonnière, Oui. la tactique de la canonnière qui servait tout simplement à menacer le rival ou l'ennemi pour lui dire, voilà, nous avons une flotte qui arrive, une armada, et si jamais vous ne cédez pas à telle chose, eh bien, on va vous bombarder, on va détruire vos cités. Oui. C'est ce qui s'est passé à Hong Kong, et c'est de cette façon-là que les Britanniques avaient reçu la concession de Hong Kong pour une durée d'une centaine d'années, etc., etc. Donc, ce n'est pas la première fois que cette politique de la canonnière est employée. Et je dirais le fait est là, c'est que cette force qui est déployée sert à une fin politique, et à une fin naturellement diplomatique. Si jamais la diplomatie va échouer, eh bien, je dirais, le bras de fer est là. Le coup est préparé, les plans sont déjà mis sur place, les décisions ont déjà été prises à l'avance et il ne s'agit qu'aujourd'hui que d'attendre le feu vert de Donald Trump. Mais vous seriez capable de nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, hier, pour que d'un coup, comme ça, eh bien, on passe d'une estimation sur la poursuite des négociations, après le deuxième round à Genève, vers une opération massive. Il y a eu une sorte de breaking point, comme on dit Alors, en anglais. ce qu'il y a, c'est que les médias et certains, je veux dire, il y a deux groupes ici d'intention. Il y a un premier groupe, les diplomates américains, qui voudraient naturellement, et israéliens, qui voudraient naturellement peser de tout leur poids sur l'Iran pour accepter les conditions américaines d'un côté, et puis ensuite les médias qui essaient d'interpréter tout ce qui se passe naturellement en n'ayant pas toutes les données en main. Ce qui fait que naturellement il y a un brouillis et un brouillard qui s'établit où chacun se plaît à interpréter. Hier par exemple, j'ai entendu personnellement à la télé l'ex-commandant des renseignements militaires israéliens, le général Yadin, qui disait que si j'étais à leur place, je ne voyagerais pas en cette fin de Ouais. semaine à Munich. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il était toujours en train d'expliquer ce qui se passait avec l'Iran. Cette interjection a été interprétée par la presse israélienne comme une connaissance de cause, comme s'ils savaient effectivement qu'en fin de semaine, les Américains allaient commencer leur bombardement sur l'Iran. Oui, mais Amos Yadin, pendant la guerre, s'est trompé à plusieurs reprises, donc ça ne veut pas obligatoirement dire. Alors ça c'est d'un côté. De l'autre côté, écoutez, le déploiement américain n'est pas terminé. Nous sommes en train de parler. Écoutez, en 1990, face à l'Irak, il a fallu 5 mois aux Américains Oui. pour s'organiser et se déployer face à l'Irak. Maintenant, le porte-avions, vous avez bien dit, le Gerald Ford, se trouve, je dirais, aux abords de la Méditerranée. Il faut qu'il arrive et qu'il se déploie sur place. Et selon toutes les prévisions, eh bien, on parle de la mi-mars comme une période où le déploiement serait définitif, où toutes les forces américaines seraient prêtes à agir. De plus, rappelez-vous, la semaine prochaine, en fin de semaine, le 28 février, eh bien, nous avons la visite de Rubio. Jusqu'à la visite de Rubio, il n'y aura pas d'attaque. J'en suis complètement certain. Je pourrais me tromper naturellement, mais je ne pense pas que ça va se passer avant que Rubio ne passe sur place, ne coordonne les derniers dispositifs avec Israël, entende la position israélienne et pour rapporter cela aux États-Unis. Donc il y a ici une nécessité de rencontre physique et cette rencontre physique va tout simplement éloigner je dirais l'échéance d'une action militaire sur l'Iran. Donc comme je l'ai dit, l'action est inéluctable, mais simplement elle n'est pas encore imminente. Alors, quel doit être le rôle de l'État d'Israël dans une telle opération? Parce qu'on se souvient tous
qu'en juin dernier, c'est Israël qui avait pris l'initiative et les Américains qui s'étaient ralliés à Israël pour frapper Fordow en particulier. Est-ce que vous pensez qu'Israël peut rester sur la touche, ou cela dépendra bien entendu des tirs de missiles balistiques iraniens en direction du territoire israélien, s'il y en a ou pas? Écoutez, il ne faut pas se tromper. Même en juin, je dirais, Israël a agi avec, je dirais, avec la protection, je dirais, la protection des Américains, avec la participation passive des Américains jusqu'au moment où ils ont attaqué Fordow. Mais autrement, je dirais, l'aviation israélienne avait une liberté de manœuvre qui était aussi due au fait que les Américains aient participé à cet effort militaire. Donc, ne soyons pas dupes de des déclarations israéliennes comme quoi nous sommes capables de tout faire. Non, on ne peut pas tout faire sans les Américains. Et cette fois-ci, je dirais, la coordination avec les Américains est très claire. Il y aura des cibles qui seront dédiées et attaquées par les Israéliens, et il y aura des cibles qui seront attaquées par les Américains. Et cela doit être décidé conjointement pour ne pas brusquer un l'autre et je dirais, et s'attaquer mutuellement dans des raids aériens. Alors il y a aussi le Hezbollah avec le Liban. On entend depuis hier on va dire des appels de la part des Iraniens, du régime iranien, qui consisteraient à dire au Hezbollah si nous sommes attaqués et on vous demande d'attaquer le territoire israélien, de tirer des missiles en direction du territoire israélien. Est-ce que vous pensez que effectivement, s'il y a une opération militaire américaine, le Hezbollah entrera dans la confrontation, ou alors il sera retenu peut-être par le gouvernement libanais? Non, le gouvernement libanais, vous blaguez ou quoi? Le gouvernement libanais ne pourra rien faire face au Hezbollah. Ce qui est certain, c'est qu'Arakchi, le ministre des Affaires étrangères iranien, a visité le Liban en début janvier, et selon toutes les informations, il a décidé avec le secrétaire général du Hezbollah que si jamais conflit il y a entre l'Iran, l'Israël et les États-Unis, eh bien Hezbollah ne participera pas avec un front de soutien, mais il participera activement. C'est pour cette raison qu'on voit pendant ces dernières semaines une activité accrue d'Israël face au Hezbollah au Liban, attaquer les dépôts d'armes, attaquer les usines d'armement, attaquer les positions de Hezbollah pour essayer de l'empêcher au maximum de pouvoir utiliser sa force militaire dans un conflit où on est complètement convaincu, selon les déclarations de Naïm Qassem, le secrétaire général de Hezbollah, qu'il va participer à cette guerre. Quelle est sa force militaire aujourd'hui? Parce qu'on avait le sentiment que le Hezbollah avait été durement touché. Est-ce qu'il possède encore des dizaines de milliers de missiles qui sont capables de menacer l'État d'Israël? Alors, naturellement, il n'a plus l'arsenal qu'il avait dans le passé, il n'a plus les 120 000 missiles, mais il a aux environs de 30-40 000 missiles, ce qui est quand même pas mal, je dirais, et qui pourrait causer beaucoup de dégâts en Israël. Donc, de toute façon, on ne sait plus à dire que le Hezbollah a été défait, que le Hezbollah est faible, que le Hezbollah a tout simplement subi une raclée magistrale. Eh bien, pendant cette année-là, le Hezbollah a réussi à se reconstituer, à se reformer ses rangs, à faire de nouveau des recrutements de nouveaux éléments, d'ouvrir de nouveau ces usines d'armement. Il a tout simplement profité du fait que l'Iran, malgré tous ses problèmes financiers, a acheminé au Liban plus d'1 milliard de dollars pour le Hezbollah. Les armements et les armes qui ont été, je dirais, qui ont passé de la Syrie au Liban par des moyens illégaux, naturellement. Et cela, naturellement, ce qui fait que le Hezbollah a retrouvé le poil de la bête, et il faut prendre cela en considération. D'un côté, il est vrai que pendant la campagne de 24, Hezbollah a reçu un coup sérieux. Ses chefs ont été décapités, tout cela, mais tout simplement, c'est comme une pieuvre avec beaucoup de tentacules. Eh bien, on a coupé 2 tentacules, il y en a d'autres qui ont poussé à la place. Alors, je ne voudrais pas terminer cette conversation sans évoquer malheureusement le souvenir du sergent Ofri Yafé, qui est tombé au combat dans la bande de Gaza avant-hier soir,
lors d'une opération militaire des commandos des parachutistes de l'armée israélienne, malheureusement d'un tir ami. Cela nous rappelle d'une certaine manière, Jacques, que les soldats israéliens sont toujours dans la bande de Gaza, qu'ils mènent des opérations, et parfois ces opérations coûtent un prix très élevé. Il ne faut Daniel, je vais dire quelque chose. La guerre a commencé le 7 octobre 23, et aujourd'hui on essaie de minimiser le massacre, en essayant d'éliminer le mot massacre de je ne sais plus quoi. Le fait est là. Depuis 23 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en guerre. Et cette guerre-là n'a pas permis à Israël de terminer les dossiers. Les dossiers sont encore ouverts. Oui. Le dossier de Gaza est ouvert, le dossier libanais est ouvert, le dossier syrien est ouvert, le dossier irakien est ouvert, et encore le dossier iranien est plus qu'ouvert. Donc nous sommes, je dirais, après 2 ans et demi de guerre, nous sommes toujours, je dirais, nous sommes toujours confrontés à une situation qui est inégalée dans le passé, et les Houthis, j'ai oublié les Houthis naturellement, oui. Qui eux aussi voudraient participer à la bagarre. Donc, je dirais, de cette façon-là, il faudrait qu'on arrive à un point final. Il faut finaliser les dossiers, que ce soit dans la bande de Gaza, que ce soit au Liban, avec le Hezbollah, que ce soit avec l'Iran. Il faut tout simplement arriver à, je dirais, à une situation où nous pouvons, je dirais, mettre l'épée de nouveau dans sa gaine et nous reposer un tout petit peu. Vous croyez vraiment qu'on peut remettre l'épée dans son fourreau face à des organisations comme le Hamas ou le Hezbollah qui continuent de réclamer... Je suis partisan de ce que les Romains disaient. Si ves pacem parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Eh bien, merci beaucoup, Jacques, de nous avoir informé et expliqué cette situation sécuritaire, on va dire, relativement tendue. Mais donc, une opération militaire américaine n'est pas imminente, selon vous, en tout cas. Elle est inéluctable, mais elle n'est pas imminente. C'est ce que l'on retiendra de notre conversation. Merci beaucoup, Jacques, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. À bientôt. Merci, Daniel.